Bon, si vous voulez bien, on va reprendre les ateliers de l'après-midi. Et on va commencer par un atelier autour des questions des activités. Nos trois intervenantes se sont interrogées sur les affiliations numériques à travers les activités et plusieurs types d'activités très différentes, puisqu'on va voir dans un premier temps les activités de loisirs et puis les activités scolaires des élèves et puis enfin des activités politiques. Donc pour traiter de ces questions-là, on a trois personnes. Mélanie Bourda vient du MICA, son laboratoire de recherche à Bordeaux, et elle enseigne à l'université Bordeaux-Montaigne. Et elle travaille sur les fan-fiction et le transmédia. Karel Soumaniac appartient à l'IMS et à l'équipe Rudy. Et elle travaille à l'ESPE d'Aquitaine à l'université de Bordeaux. Et puis Anaïs Thévio appartient au centre Émile Durkheim. Elle travaille à Sciences Po Bordeaux, à l'Institut français de la presse et à la faculté de droit de l'université de Tours. Et elle est spécialisée dans les questions des usages numériques autour du politique. Donc chacune va vous présenter son intervention pendant 20 minutes et puis on va les laisser parler toutes les trois et ensuite on vous laissera poser vos questions. Donc on va commencer par Mélanie. Merci beaucoup. Ça marche pas ? Ah, c'est sûr. Merci. D'accord. Ok. Oui. Merci beaucoup au comité d'organisation de m'avoir invité pour participer à ce colloque donc, sur les translittératies et les affiliations numériques. Et merci particulièrement à Vincent Liquette et Anne Lémence pour leur invitation. Donc moi, je vais vous parler d'activités, mais d'activités de fans. Donc, comment les fans s'organisent dans leur communauté virtuelle et quelles sont les pratiques qu'ils ont dans ces communautés virtuelles. Donc, ce que je vais vous proposer, en fait, c'est une typologie que j'ai organisée de ces activités de fans. Ça, c'est pour moi. Ouais, c'est spécial dédicace pour Anne. Ouais. Si vous voulez. Donc, juste un point rapide de théorie sur ce qu'on appelle donc, le champ des fan studies, les études de fans. Donc, elles ont commencé réellement avec Henry Jenkins, dont a parlé Franck Morandi ce matin. Donc, Henry Jenkins, il avait fait une enquête empirique, puisqu'il était lui-même fan de Star Trek, en l'occurrence. Donc, il avait fait une étude sur les Trekkies. Les fans de Star Trek s'appellent eux-mêmes les Trekkies. Et lors de cette enquête, il avait constaté que les fans étaient des producteurs de contenu, des producteurs de sens, et qu'ils avaient donc des activités à l'intérieur d'une communauté, d'un rassemblement communautaire. Donc, ce qui s'appelle donc le fandom. Cette communauté de fans, ça s'appelle le fandom. Et bien évidemment, donc ça c'était en 92. Après, il y a eu l'introduction des nouvelles technologies dans les pratiques de production, mais aussi dans les pratiques de réception, donc des fans. Et il y a beaucoup d'études, notamment anglo-saxonnes, qui ont mis à jour donc, ces nouvelles pratiques de réception des fans au prisme avec ces nouvelles technologies. Donc l'importance de la communauté est mise en avant, et je vais en reparler après, parce que j'ai fait une enquête aussi sur des fans, et l'appartenance à une communauté est primordiale pour les fans. Donc l'importance de cette communauté, les nouveaux rapports entre production et réception, puisque les fans, qui sont les récepteurs devenant producteurs de contenu, la frontière entre production et réception devient de plus en plus étroite et floue. Voilà, donc il y a des nouveaux dialogues qui se mettent en place entre ces producteurs et ces récepteurs. Et on a ce qu'on appelle le phénomène de forensic fandom, c'est-à-dire que les fans vont aller fouiller toutes les plateformes médiatiques, je vais en reparler aussi, à la recherche d'indices en fait, pour recartographier un univers sériel. Alors ça, c'était du côté anglo-saxon. En France aussi, on a un peu quand même des études sur des fan studies, en fait, donc des chercheurs qui s'attaquent au phénomène de fans. Et notamment du côté, alors moi un peu en infocom, mais surtout du côté de la sociologie et de la sociologie des publics. Donc il y a la sociologie des publics s'est emparée de ce champ et travaille donc sur
ces publics particuliers, et notamment aussi en rapport avec les nouvelles technologies. Et certains chercheurs travaillent sur des activités spécifiques de fans, et notamment sur l'écriture de fanfiction. Effectivement, donc je vais en reparler aussi de la fanfiction, mais c'est une activité particulière des fans, et des chercheurs donc travaillent sur fanfiction et identité de fans, fanfiction et éditorialisation, ce genre de choses, mais c'est une activité particulière de fans. Et bien évidemment, la culture geek aussi est mise en lien avec la culture fan, puisqu'il y en a une grosse explosion de la culture geek en ce moment. Je suppose que vous en entendez parler beaucoup, et donc on le met en rapport avec cette culture fan pour voir comment aussi les geeks fonctionnent à l'intérieur d'un même univers, et un même univers commun de sens et de sens. Donc ça, c'était juste un petit point théorique, mais comme j'ai que 20 minutes, du coup, je vais m'attaquer de suite à la typologie des activités de fans, parce que du coup, c'est le cœur du sujet. Donc, alors, je pourrais me considérer comme ce qu'Henry Jenkins a appelé une hacka-fan, c'est-à-dire une universitaire qui est elle-même fan. Et donc, je suis au cœur des pratiques de fans, c'est-à-dire que moi aussi, j'ai des pratiques de fans. Alors autour de Battlestar Galactica, en particulier, autour de, bon là j'ai un peu plus honte, mais tant pis je le dis, de Grey's Anatomy. Non, il ne faut pas avoir honte de ce qu'on aime. Donc non, je n'ai pas honte de Grey's Anatomy. Bon, voilà. Donc je me plonge aussi dans ces pratiques, dans ces communautés de fans, en pratiquant moi-même, et du coup ça me permet de voir aussi les liens qui se font et vraiment les pratiques au cœur. Donc on appelle ça hacka-fan. C'est Jenkins qui l'a fait, il l'avait fait pour les Trekkies, en fait c'est ça qu'il avait fait. Donc du coup ça m'a permis tout ça d'avoir faire une catégorie en fait de ces activités, de proposer une typologie de ces activités en 5 points. Donc la première c'est l'activité, je vais les détailler après, l'activité de création du lien social, ce qui paraît assez logique dans une communauté, l'activité de médiation culturelle en particulier, l'activité d'intelligence collective, l'activité de création et celle d'engagement civique. Et là ça fera le lien avec Anaïs, je pense, tout à l'heure. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces activités, qui sont multiples, parce que bon, il y a 5 et après il y a des sous-activités dedans, c'est qu'elles témoignent en fait d'une organisation dans la communauté. Donc il y a une énorme organisation dans les fans, ça fonctionne comme des communautés d'organisation, et comme des communautés de pratique aussi, dans lesquelles les fans ont des activités et des activités qu'ils vont partager. Et ces activités, ils vont les partager à l'intérieur de la communauté, mais ils vont faire circuler aussi dans la sphère publique, à travers leur blog, leur YouTube, leurs réseaux sociaux, tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est relativement important. Donc il y a tout un réseau d'échanges et de collaboration qui se fait dans ces communautés. Alors donc, pour la première activité, qui est celle de l'activité de création du lien social, alors bien évidemment, je parle de communautés virtuelles, mais les fans, ils aiment toujours se retrouver dans des communes, j'allais dire IRL, dans la vraie vie. Et en général, ils se retrouvent dans ce qu'on appelle des conventions. Donc, des conventions, c'est des rassemblements de fans. Alors, la plus célèbre convention, c'est Comic-Con à San Diego. Et Comic-Con, c'est le rassemblement au départ des fans de comics, puis de science-fiction, fantasy, en fait, de genre, de production de genre. Donc, ils aiment toujours se retrouver de façon physique lors de ces conventions. Et lors de ces conventions, ils pratiquent, alors c'est pas une photo de vacances, je vous rassure, lors de ces conventions, ils pratiquent ce qu'on appelle le cosplay. Donc le cosplay, c'est ça, c'est se déguiser, s'habiller comme ses personnages favoris. Donc le cosplay autour de Star Wars est assez important, bien évidemment. Et là, on a déjà un partage communautaire, puisqu'en général, quand on fait du cosplay, on ne le fait pas tout seul dans sa chambre devant son miroir, parce que sinon c'est un peu triste presque. Donc on va le partager avec ses autres collègues de la communauté, et on va recréer des scènes et recréer du sens aussi autour de la fiction avec ce cosplay. Donc ça, c'est une première activité de création du lien social à travers ces pratiques de cosplay. Alors c'est ultra populaire autour des mangas, mais bien évidemment autour des comics et de la science-fiction, ça existe aussi beaucoup. Mais comme je vous l'ai dit, j'avais fait une recherche en fait pour ma thèse autour des fans de Battlestar Galactica. Donc j'étais intégrée à la communauté puisque étant moi-même fan de Battlestar Galactica, et je leur avais demandé à ces fans pourquoi ils se retrouvaient dans cette communauté, en fait, qu'est-ce qu'ils en retiraient. Et ce qu'ils m'avaient tous répondu, c'était le sentiment d'appartenance. Donc le sentiment d'appartenance à la communauté pour les fans est
très fort. Et bien évidemment, comme ils sont dans une communauté, ils vont naturellement créer des liens sociaux à travers des discussions dans les forums, à travers des partages d'informations sur les épisodes, sur les personnages, à travers la discussion de spoilers aussi. Donc ce lien social, il se crée à travers des discussions dans des forums. Mais aujourd'hui, et ça n'existait pas trop encore quand j'ai fait ma thèse, parce que c'était en 2008 et 2009, il y a les réseaux sociaux, bien évidemment, qui sont rentrés en jeu, et les fans se sont réappropriés les réseaux sociaux, et notamment Twitter. Et il y a un phénomène qui s'appelle le live tweeting, donc c'est le fait de commenter les épisodes de séries télé en direct, enfin en regardant pendant qu'ils regardent l'épisode. Et ce phénomène de live tweeting, il est important pour les fans parce que justement, il va leur permettre de recréer un pseudo visionnage de l'épisode en commun. Alors bien évidemment, ils ne sont pas à côté physiquement, mais à travers donc ces partages sur un hashtag particulier, ils se retrouvent et ils peuvent discuter. Suivant leur lecture de l'épisode, ils peuvent discuter de la série télé et se retrouver de façon communautaire. Alors, les hashtags, ils peuvent provenir de deux sources. Donc, une source officielle qui va être celle de la chaîne de diffusion qui propose un hashtag officiel. Alors, je suppose que tout le monde, beaucoup regardent des séries télé ici, peut-être en télécharge ou les regardent en streaming, et vous voyez souvent apparaître en bas de votre écran un hashtag. Donc, si vous regardez The Walking Dead, le hashtag c'est The Walking Dead. Si vous regardez Game of Thrones, c'est hashtag Game of Thrones. Donc ça, c'est la source officielle. Donc les fans se retrouvent là-dessus pour partager leur impression à chaud sur l'épisode. Mais il y a aussi des hashtags qui sont créés par les fans eux-mêmes et qui vont résulter en fait de leur lecture spécifique, de leur réception en fait spécifique de la série ou de l'épisode. Alors, exemple. Bon, c'est pas très clair parce que j'ai des captures d'écran un peu pourries. Autour de Pretty Little Liars, qui est une série dite pour ados, on va dire. Donc il y a le hashtag officiel qui est PLL, là pour le coup, donc Pretty Little Liars. Mais les fans se sont créés un hashtag qui est Boo Radley Van Cullen. Alors si on ne fait pas partie de la communauté, ça ne nous dit absolument rien. Parce qu'il n'y a aucune affiliation du coup pour le coup, à Pretty Little Liars. Mais en fait, c'est les fans qui l'ont lancé et ces fans, elles ont une réception ironique de la série. Donc elles partagent leur vision ironique des épisodes de la série autour de ce hashtag. Donc on recrée une sous-communauté de lecture ironique sur Twitter pendant la réception de Pretty Little Liars. Alors s'il y en a qui regardent Pretty Little Liars, allez sur le Boo Radley Van Cullen, c'est assez rigolo. Donc ça, c'était la première création du lien social. Alors bien évidemment, il y a Facebook aussi où on partage ses goûts médiatiques, voilà, et ça crée aussi une communauté. Mais les réseaux sociaux sont relativement importants, bien sûr, pour cette création du lien social. La deuxième activité, c'est l'activité de médiation. Et cette activité de médiation, elle est particulièrement matérialisée autour d'une pratique de fan qu'on appelle le fan-subbing. Donc c'est le sous-titrage des épisodes ou des mangas, enfin de ce que vous voulez, on va dire des épisodes de séries, par les fans. Donc les fans proposent des sous-titrages à la communauté des autres fans et bien évidemment à la sphère publique, à ceux qui n'appartiennent pas à cette communauté de fans. Alors c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, c'est pareil, si vous téléchargez des épisodes ou si vous les regardez en streaming, vous voyez toujours Team là-bas. Donc c'est l'équipe qui a sous-titré les épisodes, donc ils s'organisent en équipe. Mais cette pratique, elle est relativement visible aujourd'hui, mais elle est née dans les années 80. Elle est née dans les années 80 autour des mangas et des animés japonais. Donc elle est née autour de production japonaise. Et à l'époque, ils n'avaient pas Internet, bien évidemment, dans les années 80. Donc, ils enregistraient les épisodes sur des VHS pour les animer. Donc, ils les enregistraient sur des VHS. Ils proposaient les traductions sur des feuilles A4 à côté et ils se les envoyaient par courrier. Ils partageaient comme ça leur passion et ils faisaient découvrir en fait des produits culturels japonais en dehors des limites du Japon, où ils les partageaient dehors des conventions, bien sûr, puisque là, ils se retrouvaient physiquement. Donc ça, c'est né au Japon. Et aujourd'hui, donc, ce que je vous ai expliqué, c'est qu'il y a des équipes. Donc dans ces équipes, il y a des rôles qui sont très définis pour chaque fan qui va participer à ce fan-subbing. Donc on a le rôle de celui qu'on va appeler le uploader. C'est celui qui va enregistrer l'épisode et le mettre à la disposition de la communauté.
Donc lui, c'est le uploader. On a bien évidemment des traducteurs, puisque le but, c'est de proposer des sous-titrages dans la langue. Hein. Donc des traducteurs, en général, ils sont au nombre de 2 ou 3 par groupe, par équipe. On a ce qu'on appelle un encodeur. C'est celui qui va s'assurer que les dialogues correspondent bien à la traduction, au temps de la traduction. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà téléchargé des épisodes en anglais de séries anglaises, non, de séries américaines, non, jamais, oui. Et des sous-titres à part et essayer de les mettre. Il y a toujours des décalages de 3 minutes, par exemple, c'est hyper énervant. Donc voilà, l'encodeur n'a pas fait son travail comme il fallait, du coup, puisque ça ne correspond pas. On l'appelle aussi le timer. On a ensuite le relecteur. Alors lui aussi, il ne fait pas souvent très bien son travail, hein, parce qu'il est censé s'assurer que tout a été bien traduit. Alors des fois, vous avez des points d'interrogation, parce que voilà, ben, ils ne connaissent pas la traduction, voilà, donc ils n'ont pas réussi. Et souvent, il y a beaucoup de fautes aussi. Hein. Donc le relecteur n'a pas forcément bien fait son travail. Il doit s'assurer aussi que le relecteur que la police ne prend pas tout l'écran aussi de l'épisode, hein, parce que sinon, ce serait plutôt embêtant. Alors, donc ces équipes, je vous ai dit, elles font de la médiation culturelle parce que, premièrement, elles font connaître des séries sur le phénomène de la cinéphilie. Donc, elles créent une sériphilie puisqu'elles vont proposer des épisodes en version originale sous-titrée. Donc, ça, c'est un premier travail. Et deuxièmement, elles font de la médiation culturelle parce qu'elles font connaître des séries, encore une fois, comme ce que je vous disais pour le Japon, hein, pour les productions japonaises, en dehors des limites et des barrières géographiques et de langue, en fait, hein, sur un autre territoire. Donc ça, c'est assez intéressant. Et troisièmement, elle propose aussi des traductions de termes qu'on n'aurait pas forcément, alors on se place en France, hein, qu'on n'aurait pas forcément en France. Donc là, c'est de la médiation culturelle aussi. Exemple sur une série comme Friday Night Lights, qui est sur des ados jouant au football américain dans un lycée. Donc nous, le football américain, c'est pas un sport populaire chez nous. Donc il y a plein de termes comme fumble, quarterback, enfin voilà, qu'on ne connaît pas forcément. Bon, quarterback, si, quand même, mais d'autres termes techniques qu'on ne connaît pas forcément. Et les traducteurs proposaient, avec des astérisques sur chaque fichier, les explications de ce qu'était le terme technique. Donc là, ils jouent aussi le rôle de médiateur culturel, pour le coup. Ouh là là, il me reste que 6 minutes. Donc ça, c'est un exemple donc, de fansubbing autour de Big Bang Theory. Hein. Voilà. Alors, l'activité d'intelligence collective, bien évidemment, c'est un terme qui est emprunté à Pierre Lévy, là, pour le coup, hein, l'intelligence collective. C'est-à-dire que ce sont des nouvelles structures sociales qui permettent la production et la circulation de la connaissance dans une société connectée. Bon, vous avez compris que le fandom s'applique bien à l'intelligence collective, du coup, hein, cette définition de l'intelligence collective. Alors, l'intelligence collective, elle va particulièrement s'appliquer, du coup, aux productions transmédiatiques. Donc, le transmédia a été défini par Henry Jenkins aussi, là, en 2006, et c'est un processus, donc je cite là Jenkins, c'est sa citation, c'est un processus dans lequel les éléments d'une fiction sont dispersés sur diverses plateformes médiatiques dans le but de créer une expérience de divertissement coordonnée et unifiée. Donc, en fait, c'est le fait de raconter une histoire en éclatant sur plusieurs plateformes médiatiques, numériques ou non numériques. Donc, il ne faut pas faire l'amalgame transmédia storytelling égale numérique. Hein. Ça, c'est pas vrai, en fait. Donc, du coup, avec ce phénomène de transmédia storytelling, il va y avoir un phénomène de sérialité augmentée, en fait, qui va s'opérer. Et du coup, les fans vont devoir aller, c'est forensic fandom, les fans vont devoir aller chercher toutes les informations sur toutes les plateformes médiatiques pour recréer l'univers sériel. Donc, du coup, pour ça, ils vont créer ce qu'on appelle les wikis. Donc, vous connaissez Wikipédia, hein, je suppose. Mais il y a des wikis, en fait, de séries télé hein, qui existent. Donc, il y a le Lostpedia, par exemple, hein, qui est le wiki autour de la série Lost, qui contient plus de 8000 articles créés, alimentés par les fans, hein, autour de divers aspects de la série. Et donc, ces wikis, ça va constituer, en fait, des encyclopédies des univers sériels pour les fans, puisque ça va permettre d'agréger toutes leurs connaissances sur la série et toutes les informations qu'ils auront récupérées. Donc c'est assez intéressant pour le fan de créer ce genre de wiki. Alors j'ai donné l'exemple de Lost, mais voilà, pour toutes les séries, hein, il y a un wiki en général. C'est une activité assez concrète du fan. Donc du coup, le fan, il va avoir 2 casquettes là, dans cette activité. C'est-à-dire qu'il va jouer le rôle d'archéologue, fouiller toutes les plateformes à la recherche des indices, et il va jouer le rôle de cartographe ou de géographe, puisqu'il va recréer l'univers qui a été éclaté sur toutes les plateformes.
Donc c'est assez intéressant de voir aussi comment ils s'organisent, parce que tous les fans ne vont pas avoir ces deux rôles, mais ils vont s'organiser dans la communauté. Certains vont être archéologues, certains vont être cartographes. Et certains vont organiser la communauté aussi et le wiki. Donc ils s'organisent dans cette optique. Quatrième activité, c'est l'activité de création. Alors c'est celle qui est la plus classique, on va dire, hein, autour du fan. Parce que le fan, je vous ai dit, était producteur de contenu. Donc ils ont des activités de création autour de cette production du contenu. Et notamment, ils écrivent des fanfictions. Donc ça, c'est l'activité la plus visible. Là, pour le coup, je suppose que tout le monde en a entendu parler, hein, de la fanfiction. Donc la fanfiction, elle relève en fait d'un paradoxe. La fanfiction, la création de Tumblr aussi, hein, en fait, hein, de toute la créativité des fans. Elle relève d'un paradoxe qui se situe entre fascination et frustration pour le fan. Parce que le fan est fasciné par l'objet culturel, bien sûr, mais il va être frustré des orientations scénaristiques qui sont prises. Donc pour pallier à cette frustration, il va créer lui-même ses propres scénarios, ses propres écrits. Donc, exemple, si deux personnages ne sont pas ensemble dans une série, ben, à travers la fanfiction, l'auteur va les mettre ensemble dans une relation. Donc il peut s'appuyer sur des relations qui sont visibles dans la série ou des relations fantasmées qu'il aimerait bien voir. Donc les fans ont organisé une typologie propre, hein, à la fanfiction. Il y a plusieurs types de fanfiction qui existent, hein. Donc il y a les crossovers entre différents univers sériels, hein. Je prends l'exemple des séries, entre différents univers sériels. Il y a les recontextualisations qui permettent de faire des ponts ou de combler des vides temporels entre des épisodes. Et il y a ce qu'on appelle les slash, donc les fanfictions homo-érotiques entre personnages d'un même sexe, du coup. Donc si vous regardez une plateforme qui s'appelle fanfiction.net, autour de Harry Potter, il y a une flopée de slash qui existent, qui n'ont pas forcément été écrites par des adolescents, d'ailleurs. Plutôt, j'ai une collègue qui avait fait une étude sur les auteurs des fanfictions slash autour de Harry Potter. Et en l'occurrence, c'est des jeunes mamans, hein, qui écrivent ça la plupart du temps. Donc, il y en a beaucoup. Alors, je vous montrerai, mais autour de Xena, bon, moi, j'avoue, je suis fan de Xena. Mais autour de Xena, il y a beaucoup de fanfictions slash sur la relation entre Xena et Gabriel, qui est plus ou moins montré dans la série, mais pas montré ouvertement, quoi, en fait, dans la série. Donc les fans se réapproprient le contenu pour en créer un nouveau avec ça, donc une recontextualisation. Alors pour la petite histoire, je suppose que vous connaissez tous 50 Shades of Grey. Ouais, le roman. Ben, en fait, oui, alors aucun jugement de valeur, sinon on va, voilà. Mais en l'occurrence, c'était une fanfiction autour de l'univers Twilight au départ. Donc c'est une fanfiction de l'univers Twilight, ce qu'on appelle un alternate universe. Donc on remet les personnages dans un nouvel univers et dans une nouvelle temporalité. Et 50 Shades of Grey, c'était Twilight, en fait, hein. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Donc aujourd'hui, les fans ont un outil qui leur permet en fait de faire ces recontextualisations, qui s'appelle les Tumblr. Donc sur les Tumblr, c'est pareil, hein. Ils reproduisent du sens et du contenu à travers du texte, des gifs, des vidéos. Donc cet outil en fait, de microblogging leur permet d'utiliser tous ces formats pour recontextualiser et reproduire du sens. Alors je vais vous montrer quelques exemples, parce que j'ai déjà dépassé là. Alors on appelle ça, autour des relations entre les personnages, on appelle ça le shipping, donc c'est du relationship. Donc, quand on ship des personnages, ça veut dire qu'on est pour leur relation. Bon, j'ai mis Mulder et Scully parce que moi, je les ship, on va dire. Et puis, en plus, c'est totalement approprié parce qu'ils viennent de relancer la série, là. Donc, voilà, hein, il y avait de l'idée derrière, hein. Et donc, le terme ship, il est venu justement Aux frontières du réel et de Mulder et Scully, parce que c'est les fans qui ont créé eux-mêmes le terme et qui ont dit, voilà, nous, on est pour la relation, pour que Mulder et Scully soient ensemble, ce qui n'est pas le cas dans la série, ou très tard dans la série, hein, très, oui, mais bon, c'est plus un spoiler, là, il y a très tard dans la série. Et donc, ils ont dit, voilà, nous, on crée le terme shipping pour ces relations fantasmées entre les personnages. Et donc maintenant, il y a plusieurs ships dans toutes les séries, quoi.
Donc là, c'était le fanfiction.net. Hein, donc si vous allez sur fanfiction.net, vous avez pléthore de fanfiction sur tout et n'importe quoi. Hein. Et donc, autour de Xena en particulier, j'ai pris cet exemple parce que c'est une série qui est terminée depuis pas mal d'années, mais on a toujours des productions de fanfiction sur l'univers Xena, sur les personnages ou sur l'univers. Des recontextualisations par Tumblr. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent True Detective. Et un fan a créé un True Detective Conversations où il prend en fait ces images et il y appose des textes qui n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé dans l'épisode en fait, mais il recontextualise en fonction de l'image par rapport à un texte. Et la circulation de mèmes, donc ça c'est J.R.R. Martin, hein, Game of Thrones. Donc vous avez un personnage favori, et bien vous l'avez plus parce que dans Game of Thrones ils sont connus pour tuer tous les personnages n'importe quand, n'importe comment. Donc J.R.R. Martin le fait. Donc les fans après le fameux épisode du Red Wedding de la saison 3 épisode 9 où il y a un massacre total. Non mais là spoiler, mais je dis rien. Il y a un massacre total. Ils ont fait circuler ce mème donc de J.R.R. Martin. Et des mash-up. Donc on fait se croiser des univers, en fait. Donc là, on a intégré des personnages de Star Wars dans un tableau de Hopper. Il y a beaucoup de mash-up aussi qui circulent autour en particulier autour de Star Wars, hein, mais pas que. Hein, on peut prendre n'importe quel univers. Et je termine donc avec la 5e, oui, parce que je termine avec la dernière activité, c'est l'activité d'engagement civique. Là, ça va être le degré ultime d'engagement du fan, en fait, on va dire, parce que là, il va s'engager dans des activités sociales, voire politiques, à travers son fandom, à travers sa communauté, et à travers aussi les valeurs qui sont véhiculées par le texte qu'il vénère. Donc ça implique bien évidemment une organisation particulière et un engagement du fan dans un choix social qui est relativement important. Donc il y a différents degrés. Le premier degré, ça va être un degré de lobbying de la part des fans pour sauver des séries, par exemple. Donc les fans vont s'organiser en lobby et ils vont faire pression sur pression gentiment quand même. Ils vont faire pression sur les chaînes de diffusion quand ils annoncent l'annulation d'une série. Donc il y a plusieurs organisations, bien évidemment à travers les réseaux sociaux et les hashtags, ils peuvent s'organiser. Donc ils l'avaient fait pour Chuck, la série Chuck. Donc ils avaient annoncé l'annulation NBC au bout de 3 saisons et les fans se sont organisés et Subway étant un sponsor de Chuck, ils avaient demandé les fans d'aller acheter des sandwichs dans les magasins Subway et écrire sur les livres d'or, parce qu'il y a des livres d'or apparemment dans les magasins Subway. J'y suis jamais allée, mais bon, dans les sandwicheries Subway, de laisser des mots en disant que c'était pour sauver la série. Et Subway, voyant qu'il y avait une audience potentielle, a renouvelé la série pour 2 ans. Donc c'est un premier engagement. Mais un deuxième engagement, ça va aller beaucoup plus loin. Et donc là, c'est vraiment se servir des valeurs. J'en avais déjà parlé, Anne, tu avais déjà vu, mais c'est se servir des valeurs de la fiction pour les utiliser et résoudre des problèmes de la vie réelle, en fait. Alors, il y a une organisation de fans qui est importante autour de ça et qui s'appelle la Harry Potter Alliance. Donc, c'est autour de Harry Potter, bien sûr. Donc, ce sont des fans qui se sont organisés et qui utilisent les valeurs de Harry Potter, alors plutôt celles qui sont dans le bouquin, parce que les films, c'est un peu édulcoré, hein, et qui donc vont lutter pour des causes caritatives ou des causes sociales ou des causes politiques à travers donc, ce qui est dit dans Harry Potter, en se servant de ce qui est dit dans Harry Potter. Donc là, Harry Potter, c'est terminé. Hein, donc, ils ont fait alliance, si je puis dire, avec les fans de Hunger Games. Et puisque là, c'était le gros opus cinématographique Hunger Games. Donc les fans de Harry Potter se sont alliés aux fans de Hunger Games et ils ont utilisé, encore une fois, les valeurs de Hunger Games pour lutter pour des causes caritatives. Et notamment pour la sortie du premier opus cinématographique, ils avaient lancé une campagne qui s'appelait Hunger is not a game. Donc ils avaient fait un hashtag, Hunger is not a game, en partenariat avec Oxfam. Et c'était pour lever des fonds pour lutter contre la famine en Afrique noire. Mais malheureusement, Lionsgate, qui distribue Hunger Games, a fait fermer la campagne en disant sous prétexte de copyright, en fait, de propriété intellectuelle, parce que les fans, qui ne retirent aucun profit de ça, hein, bien sûr, les fans avaient utilisé l'image de Hunger Games. Donc maintenant, ils ont un Tumblr qui s'appelle We Are the Districts.
Donc c'est en rapport avec ce qui se passe dans Hunger Games, hein, où ils demandent aux fans de faire circuler l'information, donc de tweeter par rapport à ça, et de choisir des causes qui leur tiennent à cœur et de s'organiser dans cette communauté pour lutter pour ces causes. Et je termine, promis. Donc ce que je voulais dire, c'est que toutes ces activités de fans là, qui sont quand même multiples et qui engagent les fans et qui attestent donc de cette organisation dans une communauté de pratiques et de sens, hein, elle participe en fait de ce que Jenkins appelle la culture de la participation. Donc cette culture de la participation, c'est la définition qui est dans son dernier ouvrage avec Mitsuko Ito et Dana Boyd, qui s'appelle donc Participatory Culture in a Network Era. Donc la culture participative, c'est une culture, je lis juste, hein, favorable à l'expression artistique, on l'a vu hein, là, à l'engagement civique, on l'a vu aussi, les activités de fans, un soutien important à la création et au partage de création, on l'a vu, ils partagent leur création à l'intérieur de la communauté, à l'extérieur de la communauté, à une sorte de mentorat informel, c'est-à-dire que les fans premiers vont aider les nouveaux fans qui s'intègrent à la communauté en les guidant, en leur disant, voilà, en leur donnant des informations ou sur l'écriture de fanfiction, voilà. Une culture de la participation, c'est aussi une culture dans laquelle les membres croient à l'importance de leur contribution. Donc, il n'y a pas de jugement de valeur sur les productions, hein, ils cèdent et ils les partagent, encore une fois, hein, et ressentent des liens sociaux avec les autres membres. Et là, je vous ai bien expliqué que déjà, avec ce sentiment d'appartenance et ces créations de liens sociaux, on est bien dans le fandom, là, on est bien dans cette culture de la participation. Et je vous remercie. Bonjour. Je voulais savoir, dans le retravail qui est fait par rapport aux séries, le droit à l'image, est-ce que comment c'est traité? Est-ce que c'est abordé? Comment c'est traité? Le fait que les fans utilisent... alors, encore une fois, donc les fans ne retirent aucun bénéfice de bénéfice d'argent de ces activités, bien entendu. Mais effectivement, il peut y avoir des conflits avec la production. Donc, j'ai parlé de l'exemple Hunger Games, où sous prétexte de copyright, ils ont donc fait annuler cette campagne parce qu'ils utilisaient l'univers Hunger Games, qui appartient donc à Lionsgate pour la distribution des films. Mais autour de Harry Potter aussi, Warner Bros qui détenait les droits de diffusion détient toujours d'ailleurs les droits de diffusion des opus cinématographiques, a déclenché ce qu'ils appellent la Potter War, donc la guerre autour de Harry Potter, parce qu'ils ont demandé à tous les fans qui avaient des blogs, des sites, de fermer ces blogs et ces sites parce qu'ils utilisaient des images de l'univers Harry Potter. Alors autant vous dire que les fans se sont rebellés et n'ont pas du tout fermé leur site et ont envoyé des lettres à Warner Bros en disant que voilà, ils utilisaient l'univers d'Harry Potter, certes, mais c'était pour montrer leur passion pour Harry Potter et pour partager aussi tout ça. Et donc, ils ont expliqué qu'ils en retiraient pas d'argent. Et du coup, Warner Bros a fait marche arrière et les a laissés, puisque si vous regardez sur Internet, il y a pléthore de blogs sur Harry Potter. Mais, ah oui, pardon. Et du coup, pour contrôler un peu cette activité des fans, J.K. Rowling, donc qui a écrit Harry Potter, a ouvert Pottermore, qui est donc un site interactif où elle demande aux fans d'écrire des fanfictions, mais c'est un peu pour contrôler, parce qu'elle est un peu contre les fanfictions / Harry Potter, quoi. Ça lui plaît pas tellement, on va dire. Comme Gérard Martin, qui est contre aussi l'écriture de fanfiction autour de Game of Thrones, par exemple. Peut-être aussi parce que Harry Potter, maintenant, c'est terminé, donc il n'y a plus besoin de la promotion, alors que les groupes de fans font de la promotion finalement, et du coup, ils s'assoient un petit peu sur les droits d'auteur, parce qu'ils s'y retrouvent finalement, ça leur fait de la publicité. Oui, autour des séries télé en particulier, il y a un phénomène qu'on appelle le fan advertising, enfin que Javier Lozano d'ailleurs appelle le fan advertising, qui est l'utilisation par la production des activités de fans pour promouvoir la série gratuitement. Donc tout à l'heure, toutes les activités en fait, de création que je vous ai montrées, les productions demandent aux fans de les faire pour promouvoir la série gratuitement. Donc il leur propose des concours de fan art ou des concours de fanfiction qui vont ensuite diffuser et ça fait connaître la série gratuitement, bien évidemment. Donc on appelle ça le fan advertising. Mais le fan, comme il est plongé dans ses activités, lui, ça ne le dérange pas tellement de faire ça, quoi. Moi, j'avais une question sur le profil des fans.
Donc en fait, je voulais savoir d'une part s'il y avait beaucoup de Français, parce qu'il y a beaucoup de choses anglo-saxonnes ou américaines. Donc un petit peu de ce point de vue-là, du point de vue de la France, et puis du profil. Je ne sais pas, est-ce que n'importe qui peut être fan et produire comme ça autour de sa passion? Alors, c'est une bonne question. C'est compliqué de répondre à cette question, en fait, parce que comme on est sur du numérique, bien évidemment, les profils peuvent être biaisés. Hein. On ne dit pas forcément qui on est à 100%. Voilà, on peut se cacher aussi derrière une identité virtuelle. Mais en tout cas, donc, c'est des communautés internationales. Donc voilà, alors bien évidemment il y a des sous-communautés françaises, des sous-communautés purement américaines, des sous-communautés purement espagnoles, voilà. Mais en général c'est des communautés internationales, donc tous les fans vont participer dans ces communautés internationales. Donc voilà ça. Après pour répondre à la question de l'identité, moi j'avais fait donc l'étude sur les fans de Battlestar Galactica et j'avais essayé un peu de regarder parce que Battlestar Galactica c'est de la science-fiction et on a l'image de... le récepteur va être un homme d'une trentaine d'années, blanc, un peu geek, voilà. Mais en fait, pas du tout. Hein. Sur la réception de Battlestar Galactica, c'était tout le monde. Hein. Il y avait autant de femmes que d'hommes, de tous les âges, de tous les milieux sociaux. Bon, un peu geek, ok. Sur ce côté-là, d'accord. Mais du coup, ça faisait un peu voler en éclat cette image du fan homme blanc de la trentaine, quoi, pour le coup, là, sur l'étude que j'avais fait de Battlestar Galactica. On prendra d'autres questions après. On va laisser. Merci. Je vais revenir sur les affiliations numériques, plutôt dans le cadre des pratiques informationnelles. Et je vais parler du travail que nous avons mené dans le cadre de l'ANR Translate sur les travaux personnels encadrés. Alors, c'est vrai que l'usage du numérique au sein de l'école appelle de plus en plus l'ensemble des acteurs à réfléchir sur cette question des pratiques informationnelles, tout simplement parce que ces pratiques vont concerner l'appropriation et la circulation des savoirs et les formes d'affiliation au sein des activités infocommunicationnelles qui concernent ces appropriations de savoir. Alors, on entend ici affiliation un petit peu comme les liens sociaux, mais aussi les liens intellectuels que vont tisser les élèves entre eux pour répondre à une demande scolaire. Donc, très rapidement, ça a été présenté ce matin, le projet ANR Translate a eu pour but d'identifier les transferts et les croisements des littératies, qu'elles soient numériques, médiatique, informationnelle, dans le cadre de l'appropriation des savoirs et des stratégies d'apprentissage. Donc ici, dans le cadre de cette communication, je m'interroge plus particulièrement sur les affiliations numériques et leur rôle dans les pratiques informationnelles des élèves. Alors, très rapidement, une annonce de plan. On va revenir assez rapidement sur les principaux concepts théoriques mobilisés et puis également sur la méthodologie de recherche qui a été mise en place. Dans une deuxième partie, on montrera que les activités infocommunicationnelles des jeunes se redistribuent autour des modes de gestion, d'organisation de l'information, qui vont dépendre du croisement finalement des sphères privées et scolaires. L'idée aussi, ce sera de montrer que la relation savoir scolaire sera modifiée et va créer de nouvelles formes d'affiliation. Et finalement, dans une troisième partie, j'ai souhaité revenir un petit peu sur les discours des jeunes, donc des élèves, et aussi des enseignants. L'idée est de voir un petit peu que ces affiliations numériques qu'on voit émerger, aussi finalement entre affranchissement, mais finalement aussi respect de cette exigence scolaire. Alors, en ce qui concerne le cadrage épistémologique, je vais revenir sur la notion de pratique informationnelle. Je renvoie plutôt à la définition proposée par Yadjaden et Chaudiron. Je cite, « Pratique informationnelle, c'est la manière dont l'ensemble des dispositifs, des sources, des outils, des compétences cognitives est effectivement mobilisé dans les différentes situations de production, de recherche et de traitement de l'information. » Au sein de l'école, les pratiques informationnelles sont plutôt considérées comme formelles parce qu'elles dépendent d'un cadre institutionnel, un cadre scolaire, tant sur le plan des savoirs que des compétences, que des attitudes. Mais on va s'apercevoir évidemment très vite que les élèves développent des pratiques plutôt dites informelles qui va renvoyer à des échanges sociaux, mais qui vont concerner quand même finalement les productions scolaires, les productions documentaires. Donc, Annette Béguin a travaillé sur ces pratiques informelles. Elle explique que ce sont des pratiques sociales plutôt ordinaires, qui sont non prescrites ou régulées par une autorité, non structurées de manière explicite, mais surtout efficaces dans la satisfaction qu'elles procurent au quotidien. Et c'est cette satisfaction qui va être un élément important pour les acteurs,
par rapport à la connaissance, ne serait-ce que ça, de leur environnement informationnel, tout simplement parce qu'elle va demander aussi peu d'efforts cognitifs. A contrario, les exigences intellectuelles, cognitives, sociales demandées par des pratiques informationnelles qui seraient formelles vont impliquer une connaissance des cadres de savoir ou des formats de connaissance. Elles vont renvoyer à des modalités de construction des savoirs, aussi de positionnement intellectuel, qui vont affilier l'acteur à un contexte institutionnel et intellectuel en termes d'activité scolaire, ordinaire, mais aussi de posture identitaire. Alors, la notion d'affiliation, j'ai repris un petit peu ce qu'avait pu dire Albert Augien en ethnométhodologie. Il explique que ça implique que chaque acteur soit capable de donner du sens à ce qu'il fait dans ses activités au quotidien. En outre, ces activités s'inscrivent dans un collectif qui est lui-même régi par des règles de bon fonctionnement, basées à la fois sur l'échange et sur l'usage des outils de travail communs. Pour Augien, c'est aussi beaucoup le sentiment de compréhension mutuelle qui va être à la base de l'affiliation des acteurs. Je ne vais pas revenir trop sur Alain Coulon, qui a été présenté ce matin. Pour Coulon, effectivement, les affiliations qu'il va nommer, lui, intellectuelles, vont faire intervenir finalement les capacités des individus à s'inscrire dans des logiques actionnelles, plutôt autour d'une praxéologie documentaire, mais aussi intellectuelle, qui va être fondée sur la catégorisation et la classification des éléments de la pensée. Alors, qu'en est-il à l'heure actuelle? Quelles sont les stratégies finalement intellectuelles que l'on développe à l'heure du numérique? Ça va impliquer finalement une connaissance et des rapports à l'information qui sont renouvelés, notamment en termes de matérialité de dispositifs de médiation, de structuration des documents, mais aussi d'un rapport à de nouveaux types de savoirs qui vont être issus de la sphère médiatique, ce que Jeanneret appellera informatique littératie, ou de savoirs narratifs comme les normes Peraya. Ça veut dire aussi que ces nouveaux rapports à l'information, dans le cadre des pratiques informationnelles, vont faire surgir des affiliations numériques qui vont se greffer sur des logiques informationnelles déjà existantes, mais qui vont surtout interroger de nouvelles pratiques qu'on n'appellera plus forcément informationnelles, mais communicationnelles. Alors, pour aller vite sur la méthodologie mise en place, on a travaillé, on a fait des observations de type anthropologique sur un terrain qui est ici le lycée d'enseignement général. Nous avons bien sûr interrogé donc les élèves sur le plan de leur littératie, on l'a dit tout à l'heure. On a pris en compte les modes d'interaction entre les acteurs suivant une approche située, mais aussi le mode de distribution des activités suivant une approche distribuée. Les élèves observés ont concerné plus particulièrement des élèves de première L, des premières S également. Et donc, on a observé le travail mené en classe de première sur les travaux personnels encadrés. Les séances de ce travail, on les a observées plus particulièrement dans des espaces documentaires comme les CDI, les centres de documentation et d'information, mais aussi toutes les salles informatiques. Ces observations ont été suivies à l'aide de grilles critériées, principalement autour de la contextualisation du dispositif pédagogique, mais aussi de la situation infocommunicationnelle qui a pu concerner l'environnement, ne serait-ce que physique, mais aussi informationnel et social. Et il y a eu tout un travail d'observation développé autour justement de cette activité infocommunicationnelle, que ce soit au niveau du démarrage de l'activité, de son organisation, de la gestion de l'activité aussi par les médiateurs, c'est-à-dire les enseignants, professeurs documentalistes. Et on a pu également observer quelquefois des temps de décrochage individuels ou voire collectifs au sein des groupes. On s'est inscrit délibérément dans une perspective sémio-pragmatique pour observer ces activités infocommunicationnelles. Pour identifier de toute façon les affiliations numériques, on est obligé de considérer justement l'ensemble des activités, ne serait-ce que de conservation, gestion, organisation, diffusion de l'information. Par rapport à quoi? Par rapport à ces normes justement d'écriture, ces normes de lecture qui sont en lien avec des espaces de communication et des dispositifs de médiation spécifiques et souvent scolaires. Finalement, la diversité des espaces et des dispositifs informationnels nous a conduit, pendant les observations, à demander des explications aux élèves. L'idée, c'était de voir un petit peu pourquoi ils faisaient tel ou tel type d'activité. On avait besoin qu'ils nous expliquent la chose qu'ils étaient en train de faire. Mais on ne s'est pas arrêté là. C'est-à-dire qu'on est allé plus loin, au-delà de l'implicite, au-delà de ce qu'on voyait, pour comprendre finalement comment les élèves pouvaient
intégrer les actions qu'ils faisaient par rapport à des normes scolaires. On a dû un petit peu pousser plus loin et aller faire des entretiens, des vrais entretiens d'1 heure avec ces élèves de première. Parce que l'affiliation, on peut l'observer en termes de pratique, mais elle ne peut pas non plus faire l'économie des représentations que les acteurs portent eux-mêmes sur leurs pratiques et sur leurs activités infocommunicationnelles. Donc, pour savoir finalement quelles étaient les constructions sociales de la réalité, on a interroger et interviewer ces élèves et également, si on le verra tout à l'heure dans la 3e partie, les enseignants. Alors en termes de résultats, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. On s'aperçoit tout d'abord que pour donner du sens à leur pratique informationnelle scolaire, les élèves ont besoin d'organiser ce travail de manière au départ individuelle, à la fois pour s'approprier le contenu intellectuel, mais aussi surtout peut-être les différentes méthodologies du travail. On le voit ici avec Nina. Plus de 18 semaines, puisque le TPE dire 18 semaines, c'est très long pour eux. Elle ne se rappelait plus finalement qu'il y a eu un dossier. Elle se rappelle juste avoir reçu, lors du premier TPE, quelques feuilles. En fait, ils ont eu un dossier complet de 15 pages leur expliquant toute la démarche de recherche d'informations, de brainstorming autour du sujet. Donc on s'aperçoit que la stratégie individuelle ne va pas le rester longtemps. Elle va devenir éminemment collective. Pourquoi? Parce qu'on est dans une pratique informationnelle qui va devenir socialisée parce qu'elle est numérique, comme le rappelle Plantard. Et les élèves vont tout de suite se mettre ensemble pour faire à la fois une recherche collaborative d'informations et à partir de ce moment-là, faire des pratiques, effectivement, toujours de copier-coller. Donc là, on a un exemple avec un groupe que j'ai suivi, où on voit évidemment que les élèves sont allés sur Wikipédia, tout simplement, et on fait un copier-coller des éléments de Wikipédia. C'est après que le choix, finalement, de la conservation de l'information va se poser. D'abord, on récolte, on collecte, et puis après, on se pose la question de qu'est-ce qu'on fait de toute cette information collectée. On s'aperçoit finalement que le choix des outils, simplement de conservation de l'information, ne sont pas forcément pensés ni par l'institution, ni par les enseignants qui s'occupent d'un groupe classe particulier, ni forcément des élèves. Donc en fait, le choix du support initial, mais ça va dépendre des établissements, c'est l'ENT, l'environnement numérique de travail. Nina le rappelle, en fait, on l'a utilisé parce qu'on était obligé, tout simplement parce que dans cette classe-là, les enseignants, parce que l'ENT marchait également, les enseignants incitaient les élèves à déposer leur travail de production pendant 18 semaines. Qu'est-ce qui va se passer? Des fois, ça ne marche pas, l'ENT. Donc, il va y avoir finalement une habitude que l'on a tous, de ramener ça clé USB, tout simplement, et de faire confiance à l'élément moteur du groupe pour enregistrer les données sur lesquelles on a travaillé pendant la séance. Donc, il y a une sorte de confiance relationnelle entre les élèves qui s'installent et aussi, en même temps, une forme d'engagement envers du groupe classe, mais surtout envers les enseignants. Les affiliations, on les voit aussi apparaître sur le plan des pratiques de lecture et d'écriture que les élèves mettent en place. On a vu, il y a des pratiques finalement informationnelles, mais qui sont formelles et informelles. Donc, c'est ces pratiques-là qui vont permettre l'expression d'un travail collectif qui est fondé normalement sur le partage de cette lecture et de l'écriture. Alors, c'est vrai que Daniel Peraya a pu rappeler que les individus, à l'heure actuelle, évoluent dans ce qu'il appelle de multiples instances d'interaction qui vont correspondre à des sphères sociales distinctes. Et là, on s'aperçoit que le choix, finalement, des environnements informationnels dépendent plutôt de sphères sociales et de la sphère familiale plutôt que de la sphère scolaire. En fait, les élèves procèdent de la même manière à l'école qu'à la maison. On s'est aperçu aussi, là j'ai particulièrement suivi des groupes classes d'une classe de première S, que les élèves avaient peu de connaissances finalement de savoir dits scientifiques, scolaires et scientifiques, très peu de documents consultés sur des bases de données scientifiques, en fait une méconnaissance à la fois peut-être des savoirs, mais aussi des modes d'expertise et de diffusion de ces savoirs. Donc en fait là, l'enseignante ici, dans cette classe-là, qui a ramené un DVD par exemple de ses sorciers, qui est pourtant regardé à la télévision par les élèves et qui leur a dit peut-être d'aller chercher de l'information sur ce type de support et pas forcément aller trouver des informations, ici c'est sur les pesticides, seulement sur Internet.
Donc pour pallier finalement aux difficultés un petit peu cognitives et intellectuelles de savoir scientifique ou scolaire, les élèves mettent bien en place un travail de documentarisation, hein, c'est-à-dire qu'ils vont récupérer en quelque sorte des savoirs de type narratif, ils vont les bricoler, notamment après la phase de recherche collaborative d'information, ils vont les bricoler de façon à coller le plus possible à l'image qu'ils se font eux-mêmes du dossier de TPE, puisque c'est la dénomination qui est donnée au travail. Donc ils importent en fait quand même des pratiques dites informelles au sein du TPE pour mettre en place aussi la dimension collaborative de l'écriture. Ce qu'on a pu remarquer également, c'est qu'il y a quand même une forme de contournement de l'environnement informationnel scolaire. Alors, dû pour une part, parfois, à la défaillance des outils scolaires. C'est vrai que l'ENT, quelquefois, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut bien trouver autre chose pour collecter l'information et la faire circuler. Avec les outils nomades, on va être à la fois dans une dimension communautaire, mais on va aussi pouvoir être un petit peu plus souple dans la circulation des travails. On va mettre en place une forme de logique éditoriale de l'écriture, c'est-à-dire qu'on va se permettre de filmer avec le smartphone. Ici, on a l'exemple d'une expérience scientifique qui a été menée dans le cadre du laboratoire pendant l'UTPE. Les élèves sont remontés en salle informatique, ils avaient filmé avec leur smartphone, et puis ils sont repassés par leur messagerie Google pour envoyer le film de l'expérience. Donc ici, on est à la fois dans une logique éditoriale de l'écriture qui est aussi rendue possible et visible au groupe parce qu'il y a la notion de pervasivité des outils nomades, tels que l'appelle Zaclat, c'est-à-dire que les outils deviennent adaptables finalement à un contexte de travail des individus. Et finalement, cette pervasivité rend possible une affiliation numérique, mais qui est principalement, encore une fois, de type actionnel et qui est liée à la réalisation du travail de groupe. On a donc interrogé les élèves autour de leurs pratiques informationnelles. Et finalement, le résultat est peut-être surprenant ou saisissant. Enfin, ce sera à vous aussi, avec vous, que je pourrai échanger. Finalement, l'affiliation va concerner tout d'abord des affinités personnelles, voire amicales, qui sont centrées sur le fait qu'on est tombé d'accord sur un sujet parce qu'il y a une thématique qu'on apprécie. En fait, effectivement, c'est la dimension humaine et affective qui fait que les élèves se mettent ensemble pour finalement travailler sur un sujet. Là, Nina rappelle, la cuisine moléculaire, c'est un thème qu'on aimait bien toutes les trois, et on avait plus une qui était moteur. En gros, elle nous a convaincus, on est tombé d'accord et on a travaillé sur ce sujet-là. Pratique informationnelle partagée, qu'est-ce que ça veut dire également pour les élèves? C'est pouvoir s'inscrire dans un collectif de travail, mais aussi pour être autonome, pour être tranquille, pour pouvoir avancer à son rythme. Donc en fait, Poyer a pu rappeler, les chercheurs en psychologie cognitive et spécialistes d'éthique dans les apprentissages, elle disait que le numérique permettait aux jeunes de s'inscrire dans des collectifs où l'expression du moi, quelquefois, peut prendre le dessus par rapport à l'ordre collectif exigé dans le cadre scolaire. Là, ce n'est pas forcément le cas, ça va dépendre des groupes, mais en tous les cas, cette autonomie est revendiquée par les groupes, et le fait d'être dans un vrai collectif de travail va permettre justement le développement de cette autonomie. Et puis, avoir des pratiques informationnelles qui soient partagées, c'est aussi avoir une bonne connaissance des environnements informationnels. Donc, ce n'est pas du tout une histoire de génération pour eux, c'est une histoire de savoir accéder aux outils, de se les approprier, même si, là je ne le marque pas, mais ils regrettent souvent de ne pas avoir assez d'accompagnement de la part des enseignants. L'affiliation, on la voit aussi manifestement à travers une forme de redistribution des activités communicationnelles. Là aussi, il faut être assez... ça va dépendre des groupes, ça va dépendre des établissements, ça va dépendre des classes, mais en général, on voit dans un groupe d'élèves, un élève qui va sortir du lot. Pourquoi? Parce qu'il va avoir une expertise technique et intellectuelle avérée, qui va s'avérer efficace. Et donc, la dimension contributive du travail va se faire aussi par cet élève-là. Nina, encore une fois, le rappelle. Il y avait 3 grandes parties. Bon, on s'est partagé les 3 parties, mais finalement, Élodie était quand même beaucoup plus impliquée que Marie et moi, et elle nous a managés. C'est le terme de minutes, d'accord. Voilà.
Mais le partage des tâches, quelquefois, n'existe pas. C'est-à-dire que les trois font exactement la même chose, donc il y a une réelle perte de temps. Mais c'est dû à quoi? C'est dû souvent à une incompréhension de l'exigence scolaire. Ça sert à quoi de faire un TPE? De toute façon, on va tous faire la même chose. Et il y a aussi un manque de reconnaissance identitaire juste au sein du groupe. Au niveau des enseignants, là aussi des discours contradictoires, même chez quelquefois les mêmes enseignants au fil de l'interview. En tous les cas, c'est principalement le contexte de l'établissement scolaire, contexte familial et professionnel de l'enseignant qui influence leur représentation. Les uns nous disent que finalement, si, les enseignants accompagnent très bien les élèves au sein des TPE. D'autres se disent non, dans les TPE, c'est les élèves, ils sont autonomes, ils se débrouillent tout seuls. J'ai remarqué aussi qu'il disait que l'engagement scolaire des élèves passait plutôt par une affiliation familiale. D'autres revendiquent plutôt le fait que cette affiliation se fait plutôt entre les pairs. Et puis, quand même, certains disent Internet est quand même une forme, un vecteur d'affiliation scolaire et numérique. Et j'ai absolument aussi le discours contraire qui dit non, Internet, ils y comprennent rien. C'est plus du tout comme les formats scolaires anciens et ça les déconnecte un petit peu des exigences scolaires. Malgré tout, les enseignants restent d'accord sur certains points. Des actions qui seraient à développer, le vivre et le produire ensemble, s'adapter aux potentialités des technologies. Alors quand ils disent s'adapter, les élèves et eux-mêmes, maîtriser les contraintes temporelles et réguler les activités de recherche d'information. Là, juste pour terminer, j'avais pris 2 exemples des 2 enseignants que j'ai suivis sur la seule classe de première S. Finalement, les discours sont concordants. Ce qui revient, c'est le fait qu'on autorise maintenant les élèves à utiliser notamment le smartphone, à envoyer des mails, à téléphoner. Et j'ai beaucoup aimé l'enseignante de Sciences et Vie de la Terre qui dit à partir du moment où on a une visibilité sur ce qu'ils font, on travaille sur la confiance, on s'adapte, on accepte. Voilà. Donc l'affiliation, oui, elle existe à travers un lien fort, mais avant tout en dehors du numérique. Elle existe aussi parce qu'il y a toujours des stratégies collectives qui sont développées autour de catégories de pensée scolaire, ça n'a pas disparu. L'affiliation numérique pose question, c'est-à-dire qu'on est sur une praxis numérique qui va justement interroger la question des limites socio-cognitives des dispositifs informationnels utilisés. Donc moi, la question que je poserai, est-ce qu'on ne pourrait pas repenser l'accompagnement pédagogique plutôt autour des affiliations? Voilà, je vous remercie beaucoup. Remercier les organisateurs de m'avoir proposé de participer à ces journées et de connaître cette équipe autour de l'ANR. Alors évidemment, je vais parler d'affiliation, mais avec un regard de politiste, puisque je vais vous parler d'affiliation partisane. Donc est-ce que l'affiliation numérique aussi, puisque je vais rentrer par cette porte d'entrée du web, est-ce que le numérique va modifier, va reconfigurer les manières de rentrer, de faire part, d'adhérer à un parti politique, d'adhérer dans le sens de prendre sa carte, mais on le verra aussi plus largement, d'adhérer au sens d'adhérer à une idéologie, d'adhérer, de militer, d'être actif en ligne. Alors je vais essayer, parce que tout le monde n'est pas forcément ici adepte, je dirais, du web politique, donc de faire une petite remise en contexte sur la temporalité historique, disons, de la montée en puissance du web et des pratiques militantes en ligne au sein des partis politiques français. Ensuite, donc, je m'axerai sur cette question de l'affiliation partisane et qu'est-ce que ça change, Internet, dans à la fois une reconfiguration symbolique mais pratique dans l'acte d'adhésion, puisque mes travaux portent, disons de manière générale, sur une analyse comparative entre le Parti socialiste et l'UMP dans leur usage du web en période de campagne électorale. Et je me suis intéressée à la fois aux stratégies, disons par le haut, des équipes de campagne et aux appropriations, aux pratiques de détournement, même du cadre prescrit par l'institution partisane via les adhérents et les militants. Donc aujourd'hui, je vais entrer plus par cette porte d'entrée par le bas de ce que font les adhérents du numérique. Et enfin, un troisième point, où là je m'appuierai davantage sur une étude quantitative que j'ai menée auprès des adhérents du Parti socialiste et de l'UMP,
parce qu'on a tout un imaginaire autour du numérique, des fantasmes nombreux qui disent que, notamment au début des années 90 et même 2000 en France, qui disent que le numérique, Internet, va revitaliser la démocratie, va ouvrir à de nouvelles pratiques d'engagement civique, politique, et va permettre finalement à tous de participer à la vie politique, va décloisonner certains, en termes de profil sociologique, va décloisonner le militantisme, et l'enquête va montrer, on le verra, que peut-être qu'on était un peu trop optimiste dans ce courant des cyber-optimistes à penser que le numérique pouvait finalement tout révolutionner. Donc voilà pour un plan assez rapide de ce que je vais vous proposer. Alors, donc une petite remise en contexte historique, donc sur les pratiques françaises de l'introduction du numérique au sein des partis politiques. Donc, ça a démarré les prémices, les tout débuts, au moment des élections municipales de 2001. Là, il y a eu quelques travaux déjà qui ont commencé à porter le regard sur l'usage du web par les partis politiques. Alors les élections locales, les élections municipales, il y a des budgets déjà beaucoup plus réduits par rapport à des élections à d'autres échelles. Et on était dans un web, disons, statique, un web 1.0, un web uniquement informationnel, pas participatif, où l'idée c'était juste de mettre en ligne le programme du candidat, de présenter une petite courte biographie. On avait aussi peu d'images par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. C'était beaucoup de texte, donc la manière de s'exprimer en ligne, de présenter un homme politique, un candidat à une élection, était finalement on passait du format texte au format en ligne, mais il n'y avait pas une réécriture numérique qui était pensée pour le web. Ensuite, donc, changement d'échelle. On est en 2002, l'élection présidentielle. Lionel Jospin avait fait de son slogan « Présider autrement », et pour lui, il avait eu cette déclaration « Présider autrement ». Ça passerait notamment par faire campagne autrement, et faire campagne autrement, ça serait un des volets, introduire un peu de numérique et de participatif, parce que souvent numérique est associé à des pratiques collaboratives, communautaires, participatives. Il y a tout un vocable qui, dans le domaine de la science politique, qui fait référence à cet univers participatif. Ensuite, une autre étape que 2 ans plus tard, au moment des régionales, c'est finalement ça suit par à-coup les élections, parce que c'est des moments où les candidats ont besoin de communiquer, d'être visibles, et le numérique, Internet, ça offre une autre possibilité encore de créer une visibilité plus grande. Donc en 2004, beaucoup d'hommes politiques au moment des régionales ont mis en place des blogs. Alors ça peut être des blogs qui se sont fermés juste après l'élection régionale, comme ce fut le cas du blog d'Alain Rousset, mais ça peut être aussi des blogs qui ont perduré, comme celui d'Alain Juppé, qui avait été créé à ce moment-là et qui après est devenu une sorte de carnet d'opinion, d'éditorial, où il prend sa plume pour s'exprimer personnellement en ligne. En 2005, on a le traité européen. Alors, je pense que vous l'avez tous en tête, ce moment où on nous a demandé de voter pour la Constitution européenne. Et finalement, il y avait médiatiquement une mise en avant de la plupart des partis politiques qui étaient pour le oui. Et là, ce qui a intéressé beaucoup d'enquêtes menées par des politistes qui ont fait une cartographie de la toile, au niveau, notamment en travaillant sur les hyperliens pour voir comment était pensée la toile et répartie le oui et le non. Et là, on a vu que le non est arrivé de manière massive dans cette cartographie et a permis de faire émerger une opinion, disons, alternative par rapport au discours dominant médiatique. Et c'est là que certains
hommes politiques ont commencé à ne plus dévaluer le numérique comme quelque chose qui serait juste de l'ordre de la communication, mais à s'intéresser potentiellement à la réelle influence que ça pourrait avoir sur le changement d'opinion, sur la mise en avant d'un argumentaire personnel et finalement, potentiellement, sur le vote. D'autant plus, ça a été pris en compte, donc je vous l'ai dit, une dimension participative associée au numérique. Ça s'est vu notamment avec la plateforme Désir d'avenir, donc qui a été mise en place pendant la campagne présidentielle de 2007. Donc on voit déjà l'importance qui est donnée au numérique par rapport à ce qui se faisait dans les années 2000, notamment par le budget qui est consacré au web, qui a largement augmenté par rapport à la campagne de 2002 et de 2007, et aussi une volonté pour Ségolène Royal de construire une démarche participative pour aussi sortir du cadre partisan, dans l'idée de se présenter comme une candidate presque autonome du parti. J'y reviendrai par la suite. Alors évidemment, quand on parle de numérique et de politique, on fait souvent référence aux États-Unis, parce que c'est un modèle de réussite en campagne électorale. En tout cas, c'est comme ça qu'il a été mis en avant, notamment par les think tanks français, Terra Nova, qui a fait beaucoup de rapports pour exprimer l'idée que ce serait bien d'importer ces pratiques américaines en France. Donc ça a été notamment un usage très important des réseaux sociaux, avec beaucoup de fans sur Facebook, 5 millions de fans pour Barack Obama en 2008, des commentaires postés sur son mur qui étaient très nombreux, donc très participatifs. Aussi une plateforme qui permettait de faire une plateforme communautaire qui permettait de créer des équipes pour organiser le militantisme en ligne, aller faire du porte-à-porte, faire des dons aussi en ligne. Donc il y a eu tout ce mouvement d'organisation finalement du militantisme en ligne qui là ne se limitait plus juste à de la communication, qui a été mis en avant. Et dans la perspective de l'élection présidentielle française de 2012, en 2010, donc, les partis politiques français ont eu envie, il y a eu un mouvement collectif, puisque finalement le numérique s'est aussi fait beaucoup de copier-coller, on va s'imiter pour ne pas paraître en retard, pour ne pas paraître dépassé, parce que si on ne fait pas ce qu'a fait le concurrent, on peut très vite avoir l'impression de ne pas être un parti assez moderne. Donc en 2010, la plupart des partis politiques français ont créé leur propre réseau social, donc pour l'UMP, les créateurs du possible, les démocrates pour le MoDem, et puis les coopins, la coopole pour le Parti socialiste. Donc la coopole, c'est pareil, c'est un réseau social qui est censé regrouper des sympathisants de gauche. Donc c'était pas uniquement limité aux adhérents à un parti politique, c'était l'idée qu'on pouvait créer une communauté de gauche pour discuter, pour, voyez le logo, s'organiser, s'informer, coproduire, échanger, agir, partager. Donc toujours dans cette idée de collaboration, dans une dynamique communautaire. Alors avec cette idée de coopérative qui est vraiment dans le cœur de l'intitulé coopole, on est entre coopins et on discute ensemble. On a cette sorte d'affiliation qui est presque une affiliation amicale. On est dans l'ordre de l'amitié, c'est ce qui a été mis en avant. Mais le problème, quand cette plateforme s'est ouverte, ça n'a pas été que des coopins. Parce que, comme vous le savez, il y a des courants au Parti socialiste. Et donc, au moment où la plateforme s'est ouverte, il y a eu des débats, mais des clivages assez importants. Et ça a été assez mal perçu par la direction du web du Parti socialiste qui avait mis en place cette plateforme. Et donc, qui a fortement modéré les discussions, qui a fortement contrôlé les discussions des adhérents, notamment parce que c'était une vitrine médiatique au moment de l'ouverture. Tous les journalistes avaient créé leur compte. Évidemment, il y avait on n'était pas obligé de montrer patte blanche, donc on pouvait aussi être
de l'UMP, du FN, ou journalistes sans étiquette, disons, et aller voir ce qui se passait sur cette plateforme. Donc c'était une vitrine. Et cette modération forte a mis à mal un petit peu cette idée de on va construire ensemble, on va collaborer ensemble. Finalement, il y a un cadre, il y a un rôle prescrit de l'adhérent et on n'attend pas à ce qu'il aille finalement démonter en interne son propre parti. On va y revenir par la suite. Alors, le changement radical entre 2007 et 2012, vous l'avez compris, avec la montée en puissance de ces réseaux sociaux partisans, donc je vous ai cité la Coopole, c'est les réseaux sociaux, et au-delà des réseaux sociaux partisans, c'est évidemment les réseaux sociaux de manière plus large, Facebook, Twitter, il y en a énormément, et aussi dans l'idée qu'on serait dans une... Mélanie en a parlé, dans une sorte de monde transmédia, avec une télévision augmentée, une télévision interconnectée, avec le phénomène, tu en as parlé aussi, des live tweets. Donc on serait, tu disais que c'était important pour les fans, pour essayer d'être ensemble dans une communauté. Moi j'ai observé le même phénomène pour les adhérents, pour les militants. Donc c'est en politique, le live tweet, qu'est-ce que c'est, ou les riposte parties, où il y a plein de termes, hein, ça dépend comment on souhaite le mettre en avance, en fonction des partis aussi, chaque parti emploie son terme. L'idée ici, c'est effectivement à la fois de faire corps, parce que quand on tweet, on peut être chacun chez soi. Là, c'était les live tweets, c'était l'idée de se réunir tous ensemble dans une même pièce pour tweeter, par exemple lors d'un meeting ou lors du débat de l'entre-deux-tours. Là, c'est lors du débat de l'entre-deux-tours. On voit François Hollande au fond. Donc, c'est mettre dans un phénomène, dans un espace finalement hors ligne, une communauté de pratique, une communauté d'adhésion, d'intérêts communs. Ça, c'était la première idée qui est mise en avant. Mais en fait, pour les équipes de campagne web qui ont eu cette idée des riposte parties, c'était aussi l'idée de mettre en avant une force militante, de créer une image médiatique, parce qu'il y avait beaucoup de journalistes qui venaient voir les équipes de campagne web et qui disaient mais comment on va mettre en avant dans le journal, je sais pas, de France 3, on va filmer le tweet. Et là, c'était l'idée de pouvoir montrer une force militante active et de mettre en scène finalement l'innovation politique et cette démarche de modernisation du parti. Donc il y a un enjeu des stratégies, au-delà simple de l'idée de faire corps, de faire une communauté, il y a des enjeux de visibilité toujours et des enjeux de stratégie médiatique. Alors je vais revenir sur ma deuxième question, donc après cette petite remise en contexte, sur l'acte d'adhésion. Est-ce que la possibilité d'adhérer à un parti politique sur Internet va introduire des reconfigurations dans la symbolique de l'acte d'adhésion? Alors j'ai mené une enquête qualitative, donc avec une centaine d'entretiens effectués auprès des adhérents du PS et de l'UMP, et une observation ethnographique en ligne, donc sur des comptes Facebook sélectionnés. Donc après, j'ai observé plusieurs comptes qui m'intéressaient davantage. Donc, souvent, les travaux classiques en sciences politiques parlent d'une adhésion via une socialisation primaire. Donc, ce serait une socialisation via les parents. Si vos parents votent plutôt à gauche, potentiellement, statistiquement, vous aurez plus tendance aussi à voter à gauche. Bon, même si effectivement on peut avoir aussi des relations contraires, ça existe aussi. Mais avec le numérique, l'enquête a montré qu'on aurait une ouverture plus grande de ces possibilités de socialisation politique qui dépasserait même dans la jeunesse la socialisation primaire, puisqu'on serait dans un contact plus proche, avec aussi, on a l'idée de rencontres, une rencontre qui n'est pas limitée à la rencontre hors ligne, à la rencontre en face à face, à la rencontre directe, mais qui est démultipliée
par les possibilités de rencontres virtuelles. On n'a plus besoin d'aller à un meeting, ce qui était quand même une démarche forte, se déplacer alors qu'on n'est pas adhérent pour aller à un meeting ou prendre un tract sur un marché et discuter avec un adhérent, c'est déjà un engagement soi-même. Là, finalement, la rencontre vient à nous. On peut avoir accès au discours de Barack Obama sur YouTube. On peut, de lien en lien, arriver à avoir des rencontres virtuelles avec des hommes politiques, des militants, qui vont nous amener à adhérer, à finalement s'affilier, à se faire corps avec les idées d'un parti politique. Donc là, je vous ai mis aussi un extrait d'entretien d'une personne qui dit, voilà, elle a vu plusieurs discours, le discours de Barack Obama, le discours de Nicolas Sarkozy. Alors, on ne voit pas forcément le lien, mais de suite, elle est tombée en admiration et elle a voulu continuer dans cette démarche d'affiliation partisane. Donc, finalement, le numérique va augmenter les possibilités d'avoir accès à une adhésion politique partisane. Mais à contrario, on va avoir aussi des limites dans ces adhésions virtuelles. Alors en 2006, dans la perspective de l'élection présidentielle de 2007, avait été mise en place, je ne sais pas si ça vous parle, l'adhésion à 20 € au Parti socialiste. Donc c'était la possibilité d'adhérer à faible coût, puisque avant c'était autour de 40 €, 50 € en fonction des profils. Et là, on avait donc la possibilité d'adhérer pour moins cher, donc coût financier diminué, mais aussi coût symbolique, parce qu'on pouvait aussi adhérer sur Internet, ce qui n'était pas possible avant, donc il n'y avait pas besoin de se déplacer à la section pour prendre sa carte. Mais en même temps, ça a été une adhésion qui a été fortement critiquée, parce qu'on considérait ces adhérents comme des adhérents low cost, alors déjà parce qu'ils avaient payé pas très cher par rapport aux autres, mais aussi parce qu'ils n'étaient pas assez impliqués. Ils étaient finalement arrivés, ils n'avaient pas eu de socialisation militante, ils étaient finalement juste arrivés pour prendre leur carte, voire pour voter, parce que ça leur offrait la possibilité de voter aux primaires internes du Parti socialiste en 2007, donc de voter pour un candidat, puis après de repartir. Donc ils étaient présentés vraiment comme des adhérents à faible coût. Mais quand on va un petit peu dans les discours de ces adhérents à 20 €, on voit aussi qu'ils ont été assez mal accueillis en interne par le Parti socialiste, parce qu'il y a des enjeux dans l'adhésion. Il y a des enjeux de vote. Par exemple, si vous avez une masse de nouveaux adhérents qui arrivent dans un parti politique, ça change les équilibres internes de courant. Et forcément, ça a des enjeux stratégiques. Donc, ils étaient assez mis de côté pour ceux qui franchissaient qui décidaient de ne pas se limiter à une affiliation numérique, d'aller dans une affiliation réelle hors ligne. Et ils étaient fortement limités. Donc on a beaucoup de discours autour d'un militantisme rénové, un militantisme à la carte, notamment qui est proposé par les cadres du parti, mais dans la réalité, on voit bien qu'il y a des difficultés à changer les modes d'adhésion, à changer les modes d'être adhérent, les modalités de faire corps avec le parti politique. Ça pose en fait des difficultés, parce qu'on reste dans des cadres de pensée, dans des rôles prescrits. Alors ma communication était beaucoup plus longue que ce que je pensais, donc je vais finir là-dessus, puisque je vois que j'ai plus de temps du tout. Donc on est dans cette idée à la fois d'une volonté de mettre en avant une affiliation démultipliée, dans des discours d'ouverture du parti, et en même temps, on a une fermeture, parce qu'il y a une volonté de contrôle de ce qui se passe encore sur la toile, il y a une frilosité des partis politiques, et donc on veut que le militant qui adhère en ligne et qui milite en ligne reste dans des pratiques prescrites, notamment ce rôle de supporter,
en période de campagne électorale, le militant ne peut pas dire du mal de son parti, ne peut pas débattre. Donc là, je vous ai mis aussi un extrait d'entretien où il dit « Mais il a eu lieu quand le débat? Moi, j'aimerais bien débattre. » On lui dit bah, « C'est pas le lieu du débat, c'est la campagne, elle est lancée, il n'y aura pas de débat. » Et lui-même, il veut qu'il y ait du débat, donc il prend ses outils, il dit bah, « Je vais créer du débat, je vais prendre mon compte Facebook, je vais lancer... un post et puis je vais l'alimenter. » Donc en fait en dessous les commentaires, c'est lui qui les écrit, il n'y a que lui qui discute avec lui-même. Voilà. Il ne se contredit pas, mais parce qu'on ne veut pas l'autoriser à débattre. Et finalement c'est quelqu'un qui, donc vous ne verrez pas ma troisième partie, mais je vais passer directement au-dessus, c'est quelqu'un qui a finalement décidé de se désaffilier du Parti socialiste, de rendre sa carte, c'est un ex-adhérent, parce qu'il n'arrivait plus à rentrer dans le rôle prescrit qu'on lui proposait. Donc il a préféré sortir du parti pour abandonner le rôle prescrit qu'on lui proposait. Donc voilà, j'arrive à la conclusion. Donc l'idée que finalement on aurait effectivement une adhésion via les dispositifs, via les potentialités du numérique qui seraient plus ouverte, plus propice en ligne à une ouverture des profils. Mais quand on regarde vraiment ce qui se passe dans la pratique, ce qui est proposé dans les normes et les cadres institutionnels, les résistances internes au sein du parti, on voit bien qu'il y a un paradoxe entre le discours d'ouverture et les pratiques réelles en interne. Voilà, je vous remercie et je suis désolée d'avoir pressé à la fin. Alors, merci beaucoup, c'était extrêmement intéressant, toutes les trois. Alors, on a une contrainte forte, c'est qu'on est en visioconférence avec le Canada dans un quart d'heure. Donc, et on ne peut pas rater ce rendez-vous-là. Donc, on va faire 2 questions. 5 minutes maximum, une pause de 10 minutes maximum, et puis il faudra revenir ici à l'heure. Voilà. Donc 2 questions très importantes. Oui, court. Ma question s'adresse à Karel, en fait. Je fais comme à la télé. Non, ma question pour Karel, c'était en conclusion, repenser l'accompagnement pédagogique autour des affiliations. Oui. Est-ce que tu as des pistes, des idées? Comment? Justement. C'était ce qui ressort des entretiens, c'était qu'il fallait partir du travail du groupe, c'est-à-dire les activités communicationnelles débouchent sur des activités de recherche d'information, de copier-coller. Donc, au lieu de partir de l'attendu institutionnel, le dossier TPE, c'est-à-dire la fin, ils sont notés, d'ailleurs évalués, ça j'en ai pas du tout parlé, c'était comment... partir de leurs activités scolaires, pratico-pratiques, finalement des activités qui sont personnelles, pour essayer de construire des apprentissages en lien avec l'utilisation des dispositifs, avec l'accès à des savoirs médiatiques, partir de là, pour les aider finalement à construire leurs apprentissages, qui sont les apprentissages scolaires, mais qui sont aussi des apprentissages qui sont issus de pratiques sociales informelles. Donc c'est pas partir de la demande institutionnelle et voir qu'ils partent d'un point à un autre et qu'entre les deux, ils font des choses, c'est pas trop ce qu'on leur a dit de faire. Mais c'est partir justement de ce qu'ils font, alors soi-disant c'est pas ce qu'ils devraient faire, c'est partir de là pour justement en termes d'affiliation scolaire et intellectuelle, essayer que peut-être ils se rapprochent plus ou moins de ce qu'on attend d'eux, pour un petit peu limiter des fois l'incompréhension qu'il y a entre cette exigence scolaire. Alors pour entre guillemets, on en a parlé un peu ce matin, je ne sais plus qui c'est, mais il y a les bons élèves de toute façon qui automatiquement vont rentrer dans le moule sans se poser de questions, sans se dire qu'ils partent d'activités infocommunicationnelles qui sont certes familiales, mais qui correspondent déjà à des formats scolaires. Partir vraiment des pratiques personnelles qui sont très loin de ce qu'on attend d'eux, pour les comprendre déjà, savoir pourquoi ils partent de ces pratiques-là, savoir aussi les identifier,
Parce que finalement, je ne suis pas sûre qu'elle soit interrogée, questionnée, voire perçue comme étant peut-être personnelle. Je ne sais pas, parce qu'on n'est pas allé aussi loin que ça, je pense, dans les entretiens. Et voilà, enfin, c'est juste une proposition, une supposition, parce que ça m'a permis effectivement de réfléchir sur les affiliations numériques, du moins dans ce contexte-là. Voilà. Pour finir, j'ai une question pour Anaïs, courte, on me fait-on dire. Donc ce serait en fait sur l'analyse du discours sur les réseaux sociaux des militants ou même de ceux qui se retrouvent un peu évacués des dispositifs traditionnels. Et je voulais savoir, parce qu'il y a un peu cette espèce de culture du troll sur les réseaux sociaux et de la violence des discours, et je voulais savoir si vous aviez eu la possibilité d'analyser ces types de discours qui, au final, j'ai l'impression que ça favorise un peu les extrémismes, mais savoir si, au-delà du sentiment, vous aviez des données concrètes. Alors ça, c'est des représentations qu'on a. Effectivement, la culture du troll est importante. Moi, quand j'avais diffusé mon questionnaire auprès des adhérents aussi en ligne, j'avais eu beaucoup de trolls et beaucoup de tri à faire, notamment d'adhérents du Front National qui sont très présents en termes de trolls. Sur toutes mes réponses de questionnaire, j'avais « il faut voter Marine, il faut voter Marine ». Donc bon, j'avais vite identifié. Et donc éliminé, puisque mon enquête ne portait que sur le Parti Socialiste et l'UMP. Mais quand on regarde vraiment, moi, ce que j'ai observé dans l'ethnographie en ligne que j'ai fait auprès des adhérents du Parti Socialiste et de l'UMP, c'est que sur Facebook, on est quand même dans un phénomène d'entre-soi. Et les comptes d'adhérents, c'est pas vraiment là où on a un lieu de débat réel, sinon entre courants de partis. Et il y a finalement assez peu de trolls. Ils vont discuter entre petites communautés qui se connaissent finalement souvent très bien, qui se retrouvent lors des congrès de partis. Le phénomène de troll, on le retrouve plus, pas sur les comptes personnels, on le retrouve sur les comptes, par exemple le compte de François Hollande ou le compte de Nicolas Sarkozy, qui sont des comptes publics ouverts sur Facebook. Et là, qu'est-ce qu'on va voir ? On va avoir une gestion différente au sein du Parti socialiste et de l'UMP. Au sein du Parti socialiste, l'idée, c'était de faire aucune modération, à part une modération sur les mots vulgaires, etc., mais le troll existait parmi tous les autres commentaires. Et c'était dans un argumentaire de dire, de toute façon, on va envoyer des militants qui vont répondre aux trolls et ça va donner une image d'ouverture. On laisse la parole à tous, mais on a des arguments pour contrer le troll. Ça, c'est une première vision qui est plus au Parti socialiste. À l'UMP, sur le compte de l'UMP pendant la campagne de 2012, ils avaient choisi de fermer les commentaires. Donc, il n'y avait pas de troll, mais il n'y avait pas de commentaires du tout. Donc, c'est vraiment deux images et deux cultures politiques de la participation politique. Après, moi, j'ai pas vraiment travaillé sur les trolls en eux-mêmes, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que déjà, entre un compte Facebook d'une personne qui est dans une dynamique d'entre-soi, même si on peut l'ouvrir à tous les militants, mais généralement, ça va être des militants qui sont du même parti. Donc, on ne va pas avoir tant de trolls que ça. Et quand il y a des trolls, ils vont être souvent aussi... Ils vont les supprimer, parce qu'ils vont en avoir marre d'être trollés. Donc, ça va vite s'arrêter, au final, la discussion sur les comptes personnels.